Bonjour, bienvenue dans ce débat du 12-15. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation. La loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation fixe les règles applicables à cette mesure tant décriée, tant attendue par les Gabonais. Pour parler de ce sujet qui fait débat, je reçois M. Priva Ngomo, ex-candidat à l'élection présidentielle au Gabon. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. De rien. Vous êtes avec vous, Monsieur Pierre Minsa, le président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Bonjour. Bonjour. Nous allons attaquer donc de plein pied ce sujet sur lequel beaucoup de Gabonais attendent des précisions. Et pour aider nos téléspectateurs à mieux comprendre le concept, bien que nous ne soyons pas forcément des experts sur le sujet, du moins directement liés au ministère de l'Intérieur, qui est forcément l'autorité de tutelle. Certains parlent de déconcentration, de transfert de compétences, de délégation. Il y a beaucoup d'expressions autour de la décentralisation, mais qu'en est-il exactement? Monsieur Pierre Minsa, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer aux Gabonais? Voilà ce qu'on veut, la décentralisation. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Merci d'avoir pris de votre temps pour nous inviter. C'est nous qui vous à remercions. Gabon 24. Vous savez, quand on parle de décentralisation, par simple définition, c'est le transfert des compétences au niveau des collectivités locales. Parce que les collectivités locales ont ceci de particulier. Ce sont les collectivités locales qui sont au contact direct des populations. Et en termes de collectivités locales, nous avons deux grands organes. Il y a les conseils municipaux et les conseils départementaux. Donc, le transfert des compétences au niveau de ces deux grands organes permettra à ce que les problèmes ressentis dans les zones rurales soient directement et immédiatement traités par les conseils départementaux et les problèmes rencontrés dans les zones communales seront directement traités par les conseils municipaux. Donc, pourquoi est-ce que jusque-là, on semble tâtonner par rapport à l'application de cette fameuse décentralisation? Qu'est-ce qui manque selon vous? Merci, mais avant de vous répondre, vous me permettrez de m'entourer d'une précaution oratoire. Allez-y. Ce n'est pas en ma qualité de conseiller du président de la transition que je vais parler de la décentralisation avec vous maintenant. Je ne suis mandaté ni par le vice-président, ni par le président. Je suis là pour parler de la décentralisation au titre de citoyen engagé. En tant que citoyen gabonais. Observateur et analyste de la vie politique, ancien candidat à l'élection présidentielle. Et dans ma campagne, j'avais cette thématique-là. Et donc, elle me tient à cœur. Et avec les sages également, nous avons fait cette proposition de décentraliser le pays. Et elle figurait au titre des 16 autres propositions que les sages ont présentées au ministre de la Réforme des institutions. Alors, on parle de décentralisation, mais peut-être faut-il parler d'abord de centralisation. Car si on parle de décentralisation, c'est qu'il y a une centralisation. Et on peut peut-être remettre en cause le processus de centralisation. Alors, centralisation, c'est le fait qu'une entité, souvent le sommet de l'État, le président de la République ou alors le Premier ministre, concentre tous les pouvoirs. La décision lui appartient. Il n'y a pas une autre structure en dessous qui peut prendre certaines initiatives. Et notre pays est un pays centralisé. Depuis 1960. Il a été jusque-là, on va dire. Mais il est toujours centralisé. Mais pourquoi il est centralisé? Il faut expliquer aux Gabonais. Vous avez dit qu'il faut qu'on parle un peu en pédagogue, qu'on explique aux Gabonais la situation. Notre pays est centralisé parce qu'en 1960, nous héritons du régime de la France, qui est un État centralisé à l'époque. Mais pourquoi la France est centralisée? Mais parce qu'elle a vécu sous l'ère des monarchies. Et la monarchie qui a amené à son paroxysme le centralisme politique, c'est celle de Louis XIV, avec l'absolutisme royal. Et donc, lorsqu'il y a eu la Révolution, en 1789, eh bien, il y a eu deux camps qui se sont affrontés. Il y a le camp des Girondins, qui voulaient un État décentralisé, avec Jean-Pierre Brissot, et le camp des Jacobins, qui voulaient un État centralisé. On les appelle les Jacobins, donc ceux qui veulent jacobiniser l'État. Un État central. Et à la tête, c'était Robespierre. Et finalement, les Jacobins ont triomphé. Ils ont imposé leur vue, et on a eu cette centralité de l'État français que nous connaissons aujourd'hui par héritage. Est-ce qu'il y a des bénéfices là-dedans? Parce que c'est bien qu'on parle de décentralisation, mais à vous écouter, potentiellement, ce n'est pas si mal, finalement, un État centralisé. Bon, nous avons une pratique de l'État centralisé de maintenant 63 ans au Gabon. Les Gabonais peuvent juger si un État central est une bonne chose
Pour ma part, les autorités elles-mêmes veulent décentraliser. Je pense pour ma part que si on veut décentraliser, si aujourd'hui nous parlons de décentralisation, c'est parce que nous avons eu les limites de la centralisation. Maintenant, c'est quoi la décentralisation? Et c'est quoi la déconcentration? Parce que j'ai posé justement la question. Oui. La décentralisation, c'est le processus inverse qui consiste, comme il a dit, mon frère Pierre Minsa, à transférer des compétences publiques et les moyens de l'État à des entités, mais des entités qui ont une personnalité juridique et morale. Il a fait état du conseil départemental, du département, il a fait état du conseil municipal, donc les mairies. D'accord. Bien. Maintenant, la déconcentration, c'est lorsque l'État délègue les pouvoirs, mais pas à des structures qui ont une personnalité juridique et morale, mais à des services centraux, comme par exemple le gouverneur. En effet. Ou le préfet. Donc, ils ne sont pas des personnalités morales, mais ils reçoivent un pouvoir, un transfert de compétences pour agir. De l'autorité de l'État. Exactement. Donc, voilà la différence fondamentale. Il y a une qui est une fonction législative. On comprend que la deuxième est déjà effective au Gabon. On a des préfets, on a des gouverneurs. Voilà. Maintenant, nous voulons aller beaucoup plus loin. D'accord. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Et on pourra voir pourquoi ce n'est pas suffisant. D'accord, en effet. Ça tient aux procédures, mais ça tient aussi à la qualité des hommes. Mais on va revenir là-dessus. Donc, pour terminer, il y a donc cette décentralisation aujourd'hui qui a été initiée, je crois, en 1996 d'abord, avec la loi 1596 du 6 juin 1997. D'accord. C'était le moment où on a initié cette loi, 3 ans après la première élection présidentielle, 93, avec le retour au multipartisme. Et nous avons justement la loi que vous avez citée, la loi numéro 001-2014 du 14 juin 2015. Donc, nous commençons à penser qu'il faut aller vers cette décentralisation. Elle n'est pas effective. En effet. C'est une loi qui remonte quand même à 2015. Jusqu'à maintenant. En 2004. D'accord. 10 ans. Mais M. Minsa, on va faire parler M. Minsa, mais pourquoi n'est-elle pas effective? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Pourtant, tout le monde semble vouloir cette fameuse décentralisation. Vous savez, quand on regarde un peu le cadre organique, les lois qui ont été citées tout à l'heure, oui. Je voudrais rappeler à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent que même au niveau de la loi 1/2005, cette loi fait état de la mise en place de 4 ou 5 fonctions publiques, parmi lesquelles la fonction publique des collectivités locales. Vous comprenez que aujourd'hui, la question n'est plus à poser. Est-ce que la centralisation a marché au Gabon? Bon, il suffit de regarder l'état des routes. Si on estime que les routes sont bien faites autant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, ça veut dire que la centralisation a marché. Vous voyez, Est-ce que c'est un échec structurel ou un échec... est-ce que c'est la centralisation qui est mauvaise ou les hommes qui l'ont appliquée qui n'ont pas été à la hauteur? C'est le régime. Oui, donc ça signifie donc qu'ailleurs, sur notre cieux, ça aurait pu marcher. C'est le régime. Le régime qui a été mis en place, un régime gabégiste, qui voulait tout pour lui, rien pour les autres. Est-ce que ces personnes donc, dans les différentes collectivités étaient dangereuses pour le régime en question? Au point qu'il fallait peut-être leur enlever une certaine autonomie ou un pouvoir? Je vous écoute, monsieur. Je pense que quand un Gabonais connaît, il connaît. Mais quand il est dans un système où il veut montrer qu'il connaît et devant lui, il trouve les obstacles de telle sorte que si on est compétent, on est broyé, donc le Gabonais préfère rester dans son coin. La décentralisation, c'est cette opération-là qu'il nous faut parce que qui gère les populations au quotidien? En effet. Mais ce n'est pas les ministères de l'administration publique, je ne pense pas. Les populations au quotidien sont gérées par les mairies et les conseils départementaux. En effet. Vous voyez, ce sont ces organes-là qui sont en contact direct avec les populations. Ce sont ces populations-là qui vivent des difficultés. Quand on parle de décentralisation, ça voudrait dire que les mairies doivent être autonomes. Les mairies et les conseils départementaux doivent être autonomes. Est-ce qu'elles ne le sont pas maintenant? Ah non, je ne pense pas. Économiquement, je pense pas. Non, je ne pense pas. Les seules mairies qui peuvent peut-être être autonomes, c'est peut-être Port-Gentil, à cause de la forte activité économique de la ville, Libreville, Ovendo, oui. Voilà. Et les autres mairies, comment elles se débrouillent, comment elles fonctionnent alors? Dites-moi un peu. Est-ce qu'elles sont censées recevoir de l'argent de l'État? Mais effectivement, les mairies sont budgétisées. Quand on regarde les lois des finances, vous voyez? Et c'est des budgets qui ne permettent pas
aux mairies et aux conseils départementaux d'exercer pleinement leur rôle. Pourtant, il y a des villes qui sont assez fournies, qui ont comme Mwanda. Si on prend le cas de Mwanda, par exemple, Mwanda est assez fourni parce qu'à côté de Mwanda, il y a Comilog. Oui, mais la mairie de Mwanda, est-ce qu'elle a encore besoin, théoriquement, de recevoir un financement de l'État? Si aujourd'hui la ville de Mwanda est dans cet état, c'est parce que tous ceux-là qui ont dirigé la mairie de Mwanda n'ont pas pensé à l'intérêt supérieur de la nation, mais ils ont pensé à leur propre vente. Prenons le cas, par exemple, de la mairie de Vitam ou la mairie de Meduno. Vous voyez combien de commerçants sont du Gabon, oui. Combien de commerçants sont au marché de Meduno? Vous pensez que cette mairie peut avoir les ressources propres? Non, elle ne peut pas avoir les ressources propres. Or, si on parle de décentralisation, ça veut dire qu'on va transférer les compétences. Et quand on parle du transfert de compétences, il y a les pouvoirs, il y a aussi les ressources humaines. Mais il faut qu'ils puissent gérer. Les ressources humaines et les ressources financières. Est-ce qu'ils ne pourront pas faire... parce qu'on a vu des cas de villes qui font faillite dans d'autres cieux. Est-ce qu'ils ne feraient pas ça n'arrivera pas chez nous. Ça n'arrivera pas chez nous. Il y a les compétences humaines pour ça. À l'ère du 29 août 2023, c'était possible. D'accord. Au 29 août 2023, c'était possible. À partir du 30 août 2023, il ne sera plus jamais possible pour ces dirigeants-là qui sont à la tête de ces collectivités locales de confondre le bien public au bien personnel. D'accord. Je l'affirme. D'accord. Monsieur Ngomo, un truc à dire par rapport à ce que Monsieur Minsa vient de dire? Moi, je pense que la question de la centralisation et de la décentralisation se pose en termes structurels et puis en termes conjoncturels. Structurel, c'est-à-dire qu'un État peut être centralisé avec l'autorité patriotique qui est à la tête de l'État et qui donne des instructions pour que le pays se développe et dans l'ensemble du territoire. Je pense par exemple au Rwanda, de Paul Kagame, où j'ai fait quelques séjours à Kigali. Mais les mentalités sont différentes, bien sûr. Cher aîné. Mais je suis en train de parler de la qualité des hommes. Mais si vous parlez d'une autorité qui donne, on a vu le président Omar Bongo à l'époque, qui donnait des milliards au niveau des provinces, soi-disant, pour pouvoir les développer. 20 milliards, je pense, d'après certains. Ces 20 milliards étaient de ce qu'ils les recevaient. C'était une volonté de l'État. C'était les hommes politiques qui étaient autour du gouvernement qui recevaient ces milliards. Qui n'arrivaient jamais donc, aux collectivités. Au lieu de développer les collectivités, ces hommes se sont enrichis avec tout cet argent. Monsieur Ngomo, vous disiez? Donc, je disais, avant que je ne sois interrompu par mon frère Pierre Minsa, que la question structurelle ne pose pas de problème pour la centralisation ou bien la décentralisation. Si on s'en tient, c'est pour la structure. C'est-à-dire que des hommes qui sont vertueux, qui ont le pouvoir, prennent des décisions, et ces décisions impactent l'ensemble de la nation. Et qu'il y a des procédures qui soient efficaces, qui soient optimales, et qui permettent donc de régler les problèmes des populations. D'accord? Que ce soit en régime centralisé ou en régime décentralisé. On peut citer des cas de pays où le régime est centralisé, parfois fortement centralisé, par exemple le Rwanda, et même la Guinée équatoriale, du président Benjamin Bazoum, si on s'en tient simplement aux infrastructures. Je ne parle pas d'autres questions. Et puis, il y a les éléments conjoncturels. Et là, je rejoins mon frère Pierre Minsa, parce qu'il parle des hommes. C'est la conjoncture. Quand vous avez des hommes de mauvaise qualité, comme ça a été le cas pendant près de 60 ans, en effet, eh bien, vous n'aurez pas un État central qui sera productif et qui sera efficace. Et donc, vous aurez l'intérieur du pays qui sera négligé. Et la capitale même qui n'est pas fort bien garnie. Donc, il nous appartient maintenant, si on veut mettre en place la décentralisation, puisque c'est le choix qui a été fait au dialogue national, effectivement, d'avoir à la fois une bonne compréhension de ces concepts, de mettre en place des procédures, et la loi, justement, 001-2014 fait déjà état de cela en détail, mais surtout, retenir les hommes et les femmes de qualité, vertueuses et vertueux, qui vont essayer de s'en tenir à la loi. Et comme il disait, ne pas prendre le bien public pour un bien privé, si vous avez fait du tort pendant plus de 50 ans. Vous parlez d'hommes, vous parlez de personnes vertueuses. Vous avez dit des mots forts tout à l'heure, M. Ngomo. Mais là, nous sommes en mai 2024. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes prêts à basculer? Est-ce que les personnes qui étaient il y a à peine 9 mois là, justement dans les mêmes collectivités, bien qu'on ait mis des délégués spéciaux au niveau des mairies et qu'on ait essayé de faire un nettoyage, est-ce que le mal est parti, M. Ngomo? Dieu seul sait. Et Dieu seul peut répondre à cette question. C'est lui qui sonde les cœurs. Nous, on ne peut faire qu'une profession de foi. Donc on doit avoir foi en ces personnes, quoi qu'il en soit. Moi, je peux juste dire que les personnes qui vont accompagner la transition et après l'ère post-transitionnelle, je souhaiterais que ces personnes soient des personnes patriotiques et vertueuses. Après, nous pourrons mettre en place des protocoles
En effet. Beaucoup plus rigoureux dans la désignation des personnes qui auront à gérer les affaires de l'État. Voyez-vous? Et ces protocoles passeront nécessairement par l'enquête de moralité. Qui est cette personne à qui on veut confier une fonction importante? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Quelles sont ses valeurs morales? Et ensuite, on regarde sa compétence. Cette personne à qui on confie la tâche, a-t-elle les compétences requises pour bien la faire? Et cette personne a-t-elle un sens prononcé de l'État? Voyez-vous? Ce sont ces éléments que nous voulons maintenant mettre sur la table et qui nous permettront de trier parmi les Gabonais les meilleurs. Et ce sont ces meilleurs-là qui vont monter, qui vont tirer vers le haut la nation gabonaise. D'accord. Monsieur Minsa, on a parlé des gouverneurs, on a parlé des préfets, et certains rapports disent que certains seraient favorables peut-être au fait que ces personnes soient élues plutôt que désignées. Est-ce que ce serait aller dans le sens de la décentralisation ou alors c'est se perdre en chemin? Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets reçoivent la délégation des pouvoirs du chef de l'État. En effet. Qui est élu lui-même. Qui est élu lui-même. Autant il nomme ses gouverneurs, autant il met en place son gouvernement. D'accord. Mais pour la gestion de la cité ne se résume pas seulement à Libreville. Bitam est une cité. En effet. Pour la gestion de la cité, il faut des personnes démocratiquement élues. Personnes démocratiquement élues. Dès lors que vous avez été élu par des personnes qui vous ont accordé leur confiance, oui, nous mettons en place un contrat d'objectivité. En effet, vous êtes libre de mouvement aussi. Vous êtes libre de mouvement parce que vous n'avez pas été nommé. Quand on parle de nomination, ça veut dire que vous êtes lié à votre autorité de nomination par une subordination juridique. Ce qui est différent d'un élu. Vous voyez, l'élu ne rend compte qu'aux populations. N'est-ce pas, mon frère? Il ne rend compte qu'aux populations. Mais si jamais les populations constatent que notre élu ne répond pas aux aspirations, on n'a même pas besoin d'attendre la fin du mandat. Vous voyez, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mandat. Tout de suite, on monte une action pour qu'un autre élu prenne la tête. Vous avez posé la question de la distribution des milliards qui avait fait l'objet à foison dans toutes les provinces. L'effet tournante aussi était une opportunité de pouvoir... Alors, si on essaie un peu de faire l'évaluation de tous ces fonds publics, j'étais à la fenêtre, les récepteurs de ces fonds se sont pleinement enrichis. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'en 2005, quand il a été instauré l'effet tournant, l'instauration de la fête tournante n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui. Ça permet à chaque province de se développer. Dans ce cadre-là, le président Manganga Moussavou avait parlé déjà de la provincialisation. En effet. Lui-même, il connaît le contenu de sa provincialisation. Et que s'est-il passé à l'époque de Marbongo Ondimba? Il s'est trouvé que les mêmes qui étaient au gouvernement, c'est à eux qu'on avait confié des moyens. Les maires et les présidents des conseils départementaux ne voyaient rien du tout. Donc, le matériel roulant qui avait été acheté au nom de ces membres du gouvernement, ce qui fait que, si on regarde aujourd'hui, comment justifie-t-on aujourd'hui que dans certaines mairies, il manque du matériel quand on sait que cet argent avait quand même servi au paiement de ces engins-là. Ces engins-là deviennent la propriété de qui? De ces hommes qui étaient là. Ça, c'est de la gabégie. Ça, c'est des choses que nous devons dénoncer et ça, nous continuons à le dénoncer. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du CTRI, dont le 30 août 2024, 30 août 2023, oui. Premier succès, c'est la désignation des délégations spéciales. Vous voyez, premier succès. Alors, et dans la désignation c'était dans le but de peut-être nettoyer un peu les... Permettez. Dans cette façon de faire, vous avez désormais deux types de managers. Depuis 60 ans, la cité gabonaise tout entière a été gérée par les civils que nous sommes. D'accord. Il était difficile d'avoir un militaire à la tête d'un conseil départemental. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont dans les conseils municipaux. Et la formation des militaires est peut-être différente de la formation de nous autres, les civils. Vous voyez? Parce qu'au niveau de la stratégie militaire, ils savent respecter l'ordre. Ils sont plus ou moins ordonnés. Quand il ne s'agit pas de lancer des bombes lacrymogènes, ils sont plus ou moins ordonnés. Donc, avec leur présence à ces institutions-là, et sachant dans quelle ère nous sommes actuellement, l'ère des militaires, je ne pense pas que les délégations spéciales qui ont été mises en place
pourront un temps soit peu s'amuser avec l'argent du contribuable. Le président de la transition vient à chaque fois qu'il fait un déplacement vers l'intérieur, tout dernièrement, je crois que c'était 7 milliards dans la province de Logoué-Lolo. En effet. Les 7 milliards ne doivent pas être dans les mains du gouverneur. Non, parce que le gouverneur n'est pas là pour résoudre les problèmes rencontrés dans ces populations. Oui, oui. Il y a 2 organes principaux qui sont mis en place, les délégations spéciales, communales et départementales. En effet. Il faut remettre cet argent-là à ces délégations spéciales pour commencer à penser le développement des localités concernées. Si jamais nous constatons que cet argent a été utilisé autrement, mais il n'y a pas autre choix que de mettre ces gens-là quelque part à gros bouquet. D'accord. Monsieur Ngomo, je me dis en écoutant Monsieur Minsa parler, est-ce que la décentralisation ne vient pas répondre aussi à ce besoin de la séparation des pouvoirs? Est-ce que la frontière entre les deux n'est pas assez fine? Non, pas du tout. Dans la décentralisation, nous sommes véritablement dans le pouvoir exécutif. Nous sommes dans la gouvernance publique. Donc, il n'est nullement question d'ici de pouvoir judiciaire, ni de pouvoir législatif ou médiatique ou même militaire. Mais avec la capacité que ces différentes autorités dans leur province auront, on a vu, si on prend le cas aux États-Unis, par exemple, des gouverneurs de certains États qui s'étaient opposés, on va dire, à l'action du président Trump à l'époque, de fermer justement ou d'ouvrir lorsqu'il y avait la Covid-19. Il y avait un jeu démocratique qui était là. Lorsque le gouverneur ou le préfet a la capacité, dans son environnement, un certain pouvoir, s'enlève un peu de pouvoir, on va dire, au président, et ça donne, le jeu démocratique est assuré. C'est vrai que le pouvoir judiciaire et législatif ne sont pas impliqués, mais est-ce que ça ne donne pas une démocratie, ça ne booste pas la démocratie dans le pays? Non, aux États-Unis, le gouverneur est élu. En effet. On revient à cette fameuse élection. Ça dépend du régime. En effet. Aux États-Unis, nous ne sommes pas dans un régime présidentialiste. Nous sommes dans un régime semi-parlementaire. C'est un régime à la fois présidentiel, parce qu'on est élu. En effet. On a quand même élu. C'est les grands électeurs. Et puis après, il y a le Congrès, d'accord, où oui. Voilà. voir le pouvoir législatif. Mais nous parlons du jeu démocratique par rapport justement dans la décentralisation, à ces collectivités. Ce que nous voyons comme intérêt dans la décentralisation, c'est notamment dans la fonction administrative et exécutive. D'accord. C'est-à-dire que les procédures sont allégées. La chaîne de dépenses publiques, qui est très longue en mode centralisé, elle est beaucoup plus raccourcie en mode décentralisé. Effectivement. Première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on rapproche le pouvoir des peuples. Et ces pouvoirs locaux sont beaucoup plus sensibles à la réalité des populations et peuvent donc réagir avec beaucoup plus de spontanéité, ce qui n'est pas toujours le cas dans un régime centralisé. Il y a aussi comme autre élément la fixation des populations sur place. Car si les populations quittent l'intérieur pour venir... L'exode rural. S'il y a cet exode rural, c'est parce qu'on pense que la vie est meilleure à Libreville. À Libreville. Parce qu'à Libreville, il y a toutes les conditions de vie, toutes les commodités. Alors que si on décentralise, et comme il disait, on assure un développement local, mais la personne n'a pas besoin de venir à Libreville si elle a trouvé un emploi, si elle a trouvé un logement. Ok. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Un dernier mot pour chacun de vous. Monsieur Minsa, allez-y. Je voudrais une fois de plus démontrer l'importance de la décentralisation. À l'intérieur du pays, il y a bon nombre d'écoles publiques dans les zones rurales qui n'ont plus jamais eu d'enseignants. Les parents sont obligés de pratiquer l'exode rural forcé pour leurs enfants. Et ces enfants atterrissent où parfois, eux, ils n'ont pas de parents. En effet. Ça limite le taux de réussite de ces élèves-là, voyez. Or, si la décentralisation est effective, ça veut dire que les conseils municipaux ont des moyens nécessaires en termes de ressources humaines, ressources financières et le pouvoir. Les conseils départementaux en disposent autant. Les conseils départementaux peuvent jouer ce relais en passant même par le recrutement des enseignants dans ces zones qui ont été déjà abandonnées où on trouve les écoles sans enseignants pour assurer le fonctionnement normal de l'État. L'une des mesures fortes, c'est de procéder à la signature de ces différents contrats pour les travailleurs des collectivités locales qui vont exercer dans les zones reculées à travers les conseils municipaux et les conseils départementaux. Vous voyez, aujourd'hui, c'est comme cela a été dit par mon aîné, Privan Gomissi, l'exode rural est fait pourquoi? C'est parce que tout le monde pense que la vie est meilleure à Libreville. Et à Libreville, qu'est-ce que nous nous nourrissons de quoi? Nous nous nourrissons de tout ce qui revient de l'étranger.
les produits alimentaires qui ont fait 50 ans dans un bateau, c'est ce qui constitue pour nous notre alimentaire principal, contrairement à ce qui se passe dans les villages où on mange du frais. Donc il faut développer les routes pour permettre aux populations villageoises de pratiquer l'agriculture pour une bonne transmission de ces produits agricoles dans les centres, dans les grands centres. Monsieur Ngomo, un dernier mot? Oui, je pense que la loi organique sur la décentralisation, numéro 001/2014 du 14 juin 2015, est déjà un bon élément de référence. Hein. D'accord. Et il suffit maintenant peut-être de l'appliquer avec, je vous disais, des hommes et des femmes vertueux. Mais je vois au moins deux gros avantages. Je viens de soulever le premier avantage sur le plan politique. Maintenant, j'en vois deux autres sur le plan économique et puis sur le plan, on va dire, plutôt technique et administratif. Je vais aller très vite. Quelques mots, oui. Sur le plan économique, on peut aller vers un développement multilocalisé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que l'île qui sera développée, ce sera l'ensemble des différentes villes, des différentes provinces, parce que nous aurons un pouvoir local qui sera beaucoup plus en charge de ces questions. Il y a également le fait que ça va créer des emplois. Ça va créer des emplois. Nous allons baisser le taux de chômage et donc peut-être baisser l'insécurité. Et puis sur un autre point, je pense quand même que cela va renforcer la participation des populations à la vie politique. Parce qu'elles seront concernées maintenant par la gestion au quotidien. Concernées directement. Okay. Voilà. Oui. Donc la déconcentration, on va dire, des pouvoirs au niveau des provinces va permettre aux différentes localités de se développer. C'est ce qu'on va retenir de cet échange. Je rappelle donc que vous êtes M. Priba Ngomo, ex-candidat à l'élection présidentielle. Et avec vous, nous avions M. Pierre Mensah, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir regardés. Restez connectés. L'information continue sur Gabon 24. À très bientôt.